Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de biologie. Dans la précédente vidéo, nous avons montré que l'ADN est le support de l'information génétique. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire. Cette vidéo est organisée en 3 questions numérotées de 99 à 101 et qui s'appuie sur 3 documents numérotés de 1 à 3. Chacune de ces questions est repérable par l'icône suivante qui apparaît en haut à gauche de votre écran, et lorsque cette icône est visible, vous interromprez la lecture de la vidéo afin de prendre le temps nécessaire pour répondre à la question posée. Puis chaque question sera suivie par sa correction et l'icône suivante qui apparaît en bas à droite de votre écran vous signalera que vous êtes en train de visionner la partie correction. Voici la question 99 qui démarre cette vidéo et dans laquelle je vous demande d'analyser le document numéro 1. Ce document présente les résultats d'expériences réalisées par Meyselson et Stahl sur des bactéries. Comme je vous l'ai demandé dans les précédentes vidéos, vous conduirez cette analyse en 4 temps. Le premier temps sera consacré à la présentation du matériel biologique et de la technique utilisée pour obtenir ce document. Le second temps sera celui de la présentation de ces résultats expérimentaux. Le troisième temps sera consacré à l'interprétation de ces résultats. Et dans un quatrième temps, vous aborderez quelques connaissances permettant d'approfondir l'étude de ce document. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps nécessaire pour répondre à cette question. Puis, quand vous aurez terminé l'analyse en 4 temps de ce document 1, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir la question suivante. Voici la question 100, dans laquelle je vous demande d'analyser ce document numéro 2. Cette analyse sera conduite à nouveau en 4 temps. Le premier temps sera consacré à la présentation de la technique, le second temps à l'observation, le troisième temps à l'interprétation et le quatrième temps à la mobilisation de vos connaissances pour approfondir l'étude de ce document. Stoppez ici la lecture de cette vidéo pour prendre le temps de répondre à cette question. Puis, quand vous aurez terminé votre analyse de ce document 2, vous relancerez la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé des questions 99 et 100. Voici la correction de la question 99 dans laquelle il fallait analyser le document 1 qui présente les résultats d'expériences conduites par Meyselson et Stahl en 1958. Le premier temps de votre analyse devait être consacré à la présentation du matériel biologique, puis de la technique utilisée. Commençons par présenter le matériel biologique utilisé par ces chercheurs. Dans cette expérience, Meyselson et Stahl travaillent sur une population d'Escherichia coli mise en culture dans un milieu nutritif adéquat. Escherichia coli est une bactérie de taille micrométrique présente dans l'intestin de l'homme et des autres mammifères. Comme cette bactérie a une forme de bâtonnet, il s'agit d'un bacille et Escherichia coli est aussi appelé le colibacille. Cette bactérie est un modèle très étudié dans les laboratoires de biologie. Une bonne partie de nos connaissances en biologie moléculaire de la cellule, notamment concernant les mécanismes de réplication, de transcription et de traduction, ont d'abord été étudiées chez cette bactérie. Rappelons que les bactéries sont des cellules prokaryotes, c'est-à-dire dépourvues de noyaux, et contenant dans leur cytoplasme un chromosome constitué par une molécule d'ADN
bicaténaire et circulaire. L'ADN complet d'Escherichia coli a un poids moléculaire d'environ 2,6 10 puissance 9 Dalton. Les bactéries se divisent par scissiparité ou division binaire, qui est une forme simple de division cellulaire. Cette division est précédée par la réplication de l'ADN bactérien, puis la bactérie s'allonge et se divise en deux bactéries filles qui contiennent chacune une des deux molécules d'ADN filles issues de la réplication de l'ADN parental. Les molécules d'ADN filles sont identiques entre elles et identiques à l'ADN parental. Les deux bactéries filles seront donc identiques entre elles et identiques à la bactérie mère. La légende du document numéro 1 précisait ici que le temps de génération de la souche d'Escherichia coli utilisée est de 20 minutes à 36 degrés, c'est-à-dire que cette bactérie se divise toutes les 20 minutes dans un milieu nutritif et à 36 degrés, qui est la température à laquelle ont été réalisées ces cultures. Présentons maintenant la technique utilisée par Meyselson et Stahl. Ces chercheurs utilisent deux isotopes différents de l'azote, le 14N et le 15N. L'azote 14 ou 14N est l'isotope de l'azote dont les orbitales contiennent 7 électrons et dont le noyau est constitué par 7 protons et 7 neutrons. L'azote 14 est l'un des deux isotopes stables de l'azote et il représente la quasi-totalité de l'azote présent sur la Terre. L'ADN est une molécule azotée et elle contient classiquement de l'azote 14. Cet ADN qui contient de l'azote 14 est l'ADN qu'on trouve dans une population d'Escherichia coli cultivée dans un milieu normal, c'est-à-dire dans un milieu contenant de l'azote 14. L'azote 15 ou 15N est l'isotope de l'azote dont les orbitales contiennent aussi 7 électrons et dont le noyau est constitué par 7 protons et 8 neutrons, si bien que cet atome d'azote 15 est plus dense, plus lourd que l'azote 14. L'azote 15 est le second des deux isotopes stables de l'azote et on en trouve extrêmement peu dans l'azote présent sur la Terre. L'atome d'azote 15 est donc un isotope lourd de l'azote par rapport à l'azote 14 qui est considéré comme un isotope léger de l'azote. Notons que les isotopes 15N et 14N ne sont pas radioactifs. Meyselson et Stahl partent d'une population normale d'Escherichia coli dont l'ADN est au départ de l'ADN classique, c'est-à-dire de l'ADN contenant de l'azote 14, de l'ADN qu'on appellera donc aussi de l'ADN léger. Ces chercheurs vont cultiver ces bactéries pendant 14 générations successives dans un milieu nutritif contenant comme seule source d'azote du chlorure d'ammonium ou NH4Cl dont l'atome d'azote est du 15N, c'est-à-dire de l'azote lourd. Lors de leur cycle de division, les bactéries vont répliquer leur ADN, c'est-à-dire qu'elles vont synthétiser de l'ADN, et rappelons que la molécule ADN contient de l'azote dans chacune de ces bases azotées. Par conséquent, les bases azotées de l'ADN que ces bactéries produisent au cours de ces 14 cycles cellulaires successifs ne peuvent contenir que l'isotope lourd de l'azote. Et ainsi cultivées, ces bactéries ne peuvent donc synthétiser qu'un ADN contenant de l'azote 15, c'est-à-dire un ADN lourd. Après 14 générations successives de bactéries se développant dans ce milieu contenant de l'azote 15, on obtient des bactéries dont tout l'ADN est lourd. Ces bactéries contenant uniquement de l'ADN lourd seront considérées comme les bactéries parentales des nouvelles générations bactériennes
qui vont être étudiées précisément dans ces expériences de Mendelssohn et Stahl. Ces bactéries parentales, dont l'ADN est lourd, sont débarrassées ensuite par rinçage du milieu contenant l'azote 15 et elles sont transférées dans un nouveau milieu dont le chlorure d'ammonium contient cette fois l'isotope 14N, c'est-à-dire l'isotope léger de l'azote. Ce transfert des bactéries d'un milieu contenant de l'azote 15 à un milieu contenant de l'azote 14 constitue le temps 0 sur le document 1. Une fraction de la culture bactérienne est ensuite prélevée à différents intervalles de temps pendant une période de 80 minutes qui correspond donc à 4 générations bactériennes successives issues des bactéries parentales puisqu'une bactérie se divise toutes les 20 minutes. L'ADN est extrait des échantillons de bactéries et il est soumis à une centrifugation qui est réalisée en gradient de densité. Ce processus d'ultracentrifugation en gradient de densité va permettre de séparer les particules, et donc ici les molécules d'ADN, en fonction de leur densité. Dans la technique de centrifugation en gradient de densité, on crée le long du tube de centrifugation un gradient de densité encadrant la densité des particules à séparer. Et en cours de centrifugation, les particules à séparer vont se déplacer dans le gradient et elles vont s'immobiliser lorsqu'elles auront atteint la région du gradient qui correspond à leur propre densité. Et il se formera dans le tube autant de bandes qu'il y a de classes différentes de densité des particules à séparer. Pour séparer des acides nucléiques et par exemple ici des molécules d'ADN, on utilise classiquement un gradient de chlorure de césium. Dans cette technique de centrifugation, l'ADN est d'abord mélangé à une solution de chlorure de césium, puis l'ensemble est mis dans un tube de centrifugation pour être centrifugé à grande vitesse, c'est-à-dire à 140 000 G, dans une ultracentrifugeuse, jusqu'à ce que les molécules bicaténaires d'ADN parviennent à l'équilibre dans le tube de centrifugation en fonction de leur densité. Notons que dans le protocole expérimental utilisé par Mendelssohn et Stahl, avant la centrifugation, le chromosome bactérien circulaire n'est pas resté intact, mais il a subi par inadvertance, lors de sa manipulation, une linéarisation et une fragmentation. Les fragments d'ADN étudiés ici ont un poids moléculaire de 7 millions de Dalton. Dans cette expérience, la densité d'une molécule d'ADN est directement proportionnelle au pourcentage d'atomes d'azote 15 et d'azote 14 qu'elle contient. Les ions césium ont une masse atomique suffisante pour être affectés par la force centrifuge et une solution de chlorure de césium de densité donnée soumise à une force de gravité intense va former spontanément un gradient de densité continue. Les molécules ajoutées à la solution de chlorure de césium, et donc ici les molécules d'ADN, vont se placer au cours de la centrifugation dans la zone du gradient dont la densité est la même que la leur. Les ions césium vont donc former dans le tube, pendant la centrifugation, un gradient de densité avec la concentration en césium la plus basse, c'est-à-dire de plus faible densité au sommet du tube, et avec la concentration en césium la plus forte, c'est-à-dire de plus forte densité, dans le fond du tube. Pendant la centrifugation, les fragments d'ADN présents dans le tube vont se placer à des niveaux de même densité que les ions césium. Cette position des fragments d'ADN dans le tube après centrifugation dépend du rapport entre azote 15 et azote 14 présent dans les nucléotides de ces fragments d'ADN. À l'issue de la centrifugation, le fragment d'ADN se trouve d'autant plus haut dans le tube qu'il est léger, c'est-à-dire que sa teneur en azote 14 est plus élevée. La position des fragments d'ADN est visualisée ensuite
dans le gradient sous lumière ultraviolette. Dans la vidéo numéro 19 de cette série, nous avons vu que l'ADN absorbe les ultraviolets à 260 nanomètres et que des bandes d'ADN invisibles à l'œil peuvent être localisées dans un tube de centrifugation en exposant ce tube au faisceau d'un spectrophotomètre réglé à 260 nanomètres. La partie A du document 1 présente les photos obtenues avec une lumière ultraviolette et permettant de visualiser de l'ADN dans le tube après centrifugation. Chacune de ces photos a permis d'obtenir les profils densitométriques présentés dans la partie B de ce document 1. Sur ces profils, l'absorbance, qu'on appelle aussi densité optique, mesurée à 260 nanomètres avec un densitomètre, apparaît en ordonnée et elle correspond à la quantité d'ADN présente dans les bandes du tube de centrifugation. L'axe des abscisses correspond à la longueur du tube de centrifugation orienté du haut du tube vers le bas du tube quand on va de gauche à droite. Cet axe des abscisses représente aussi la densité du matériel présent dans le tube, cette densité augmentant quand on va de gauche à droite sur cet axe. Les deux dernières photos présentées en bas du document 1 et accompagnées chacune de leur profil densitométrique servent de témoins. Cette photo correspond à un tube contenant un mélange d'ADN extrait au temps 0 et d'ADN extrait au temps 38 minutes. L'autre photo correspond à un tube qui contient un mélange d'ADN extrait au temps 0 et d'ADN extrait au temps 80 minutes. Ces deux photos du bas du document 1 permettent de visualiser la position de l'ADN 14N à gauche et de l'ADN 15N à droite. Et elles permettent aussi de repérer l'existence d'ADN de densité intermédiaire au centre. Passons maintenant au deuxième temps de l'analyse du document 1, c'est-à-dire à la présentation des résultats de cette expérience. Au temps 0, on n'a qu'une bande qui correspond à l'ADN 15N. Pendant les 20 premières minutes, cette bande va progressivement disparaître, c'est-à-dire que l'ADN 15N ou l'ADN lourd va disparaître, alors qu'apparaît progressivement une nouvelle bande d'ADN de densité inférieure à l'ADN 15N. Et cette nouvelle bande a une position intermédiaire entre celle de l'ADN 15N de la population bactérienne parentale et celle de l'ADN 14N d'une population bactérienne normale. Cette bande d'ADN de densité intermédiaire est la seule qui est visible au temps 20 minutes. Entre 20 et 38 minutes, la bande de densité intermédiaire va progressivement disparaître, alors qu'apparaît une nouvelle bande caractéristique de l'ADN 14N. Au temps 38 minutes, les quantités d'ADN 14N et d'ADN de densité intermédiaire sont égales. Entre 38 et 80 minutes, la bande d'ADN de densité intermédiaire est de moins en moins visible, donc la quantité d'ADN de densité intermédiaire est en train de diminuer. Par contre, dans ce même intervalle de temps situé entre 38 et 80 minutes, la bande caractéristique de l'ADN 14N est de plus en plus visible. Donc, la quantité d'ADN 14N continue d'augmenter. Pendant cette période, l'ADN 14N devient donc majoritaire. Passons maintenant à l'interprétation de ces expériences.
Comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 19 de cette série, l'ADN est une molécule bicaténaire formée par deux brins complémentaires enroulés en double hélice. Nous avons vu dans la vidéo numéro 20 de cette série que l'ADN est le support de l'information génétique. Cette molécule doit pouvoir être reproduite à l'identique pour que l'information génétique d'une cellule mère puisse être transmise et conservée dans les deux cellules filles issues de la division conforme de la cellule mère. Le processus de reproduction à l'identique d'une molécule d'ADN mère en deux molécules d'ADN filles strictement identiques est appelé la réplication de l'ADN, et cette expérience de Mendelssohn et Stahl vise à déterminer par quel mécanisme se réalise le processus de réplication de l'ADN. Avant ces expériences historiques, trois modèles théoriques pouvaient être proposés pour expliquer le mécanisme permettant la réplication de l'ADN. Un premier modèle, qualifié de modèle conservatif, suppose que les deux brins de la molécule d'ADN parentale, par exemple ici les deux brins rouges, restent ensemble après avoir servi de matrice, et que les deux brins néoformés, par exemple ici les deux brins bleu foncé, restent aussi ensemble. Ainsi, une des doubles hélices filles représentées ici en bas au centre ne serait constituée que par de l'ADN parental, et l'autre, représentée ici en haut au centre, ne serait constituée que par de l'ADN néoformé. Une des cellules filles hériterait donc de la double hélice parentale, alors que l'autre cellule fille hériterait d'une molécule d'ADN constituée par deux brins nouvellement synthétisés. Un second modèle, qualifié de modèle dispersif, propose que les deux brins de l'ADN parental soient fragmentés et que les nouveaux brins soient synthétisés sous la forme de courts segments. Les fragments anciens, représentés ici en rouge, et les fragments nouveaux, représentés ici en bleu, seraient ensuite réunis en un brin complet. Dans ce modèle, les doubles hélices filles d'ADN posséderaient donc deux brins qui seraient chacun formés par un mélange d'ADN parental et d'ADN nouvellement synthétisé. Un troisième modèle, qualifié de modèle semi-conservatif, propose que chaque double hélice fille d'ADN possède un brin complet de la double hélice parentale, par exemple ici le brin rouge, et un autre brin néoformé, par exemple ici le brin bleu foncé. Les expériences de Mendelssohn et Stahl, présentées sur le document 1 visible ici à gauche, vont permettre de trancher entre ces trois modèles. Le document de droite montre ici les résultats attendus pour les expériences de Mendelssohn et Stahl dans les cas des trois modèles hypothétiques de réplication. Le tube isolé, visible ici sur ce document de droite, permet de visualiser la position de l'ADN parental du temps 0, c'est-à-dire l'ADN lourd contenant uniquement de l'azote 15. Et ce tube permet aussi de visualiser la position où devraient se trouver les bandes correspondant d'une part à des fragments d'ADN légers contenant uniquement de l'azote 14, ou bien d'autre part des fragments d'ADN hybride formés par un mélange d'azote 14 et d'azote 15. Sur le document 1, au temps t égale 20 minutes, chaque bactérie initiale ne s'est divisée qu'une fois, et chaque fragment initial d'ADN a été répliqué en deux molécules qui ont la même densité, qui est une densité intermédiaire entre celle de l'ADN ne contenant que de l'azote 15 et celle de l'ADN ne contenant que de l'azote 14. Si la réplication avait été conservative,
il serait apparu, lors de la première génération bactérienne, une quantité équivalente d'ADN lourd et d'ADN léger, mais il ne serait pas apparu d'ADN hybride de densité intermédiaire. Donc, l'apparition d'une seule bande correspondant à l'ADN hybride après une seule réplication élimine l'hypothèse du modèle conservatif de réplication de l'ADN. Pour le temps t égale 38 minutes, les bactéries parentales de départ, dont l'ADN contenait seulement de l'azote 15, ont été cultivées en milieu normal, contenant de l'azote 14, pendant la durée de près de 2 cycles cellulaires, soit 2 générations bactériennes. Au temps t égale 38 minutes, on a donc eu 2 réplications successives de l'ADN depuis le temps t0. Et la seconde réplication permet d'obtenir 2 types d'ADN, un ADN léger qui correspond à de l'ADN de bactéries ne contenant que de l'azote 14 et un ADN de densité intermédiaire équivalent à l'ADN obtenu à l'issue de la première réplication. Notons que la quantité de chacun de ces 2 types d'ADN est équivalente. Ce résultat permet d'exclure le modèle dispersif de réplication de l'ADN qui aurait donné une seule classe de densité, une densité intermédiaire, inférieure à celle de l'ADN des bactéries s'étant divisée une seule fois, mais supérieure à celle de l'ADN de bactéries cultivées exclusivement en milieu contenant de l'azote 14. En effet, dans l'hypothèse d'une réplication dispersive, la quantité d'azote 15 initiale se serait répartie sur de plus en plus de brins d'ADN. Ainsi, après 2 réplications dans le modèle dispersif, les molécules d'ADN obtenues seraient composées de 75% d'ADN léger et de 25% d'ADN lourd. L'apparition, lors des générations bactériennes 2 et 3, de 2 bandes, l'une correspondant à l'ADN hybride et l'autre à l'ADN léger, élimine donc l'hypothèse du modèle dispersif dans lequel on aurait eu une seule bande. La réplication de l'ADN se fait donc selon un mode semi-conservatif, la proportion d'ADN léger augmentant avec le nombre de générations de bactéries qui se sont divisées dans le milieu contenant de l'azote 14. Ainsi, au temps 20 minutes, les 2 molécules d'ADN filles issues de la première réplication d'une molécule d'ADN de départ du temps t0 sont constituées chacune par un brin lourd parental représenté ici en rouge, qui a servi de matrice, et par un brin léger qui vient d'être synthétisé, représenté ici en noir, et la densité de ces 2 molécules d'ADN filles est donc bien intermédiaire entre la densité de l'ADN dont les 2 brins sont lourds et la densité de l'ADN dont les 2 brins sont légers. Au temps 40 minutes, 2 cycles de division bactérienne se sont produits. Les 2 doubles hélices issues de la première réplication étaient formées chacune par un brin léger et par un brin lourd, et lors de cette seconde réplication, les 4 brins formant ces 2 hélices vont servir de matrice pour la synthèse de 4 nouveaux brins. Cette seconde réplication permettra donc, à partir des 2 molécules d'ADN issues de la première réplication, la formation de 4 molécules d'ADN filles, et parmi ces 4 molécules, 2 seront des molécules d'ADN hybrides, dont un brin parental est lourd et l'autre brin néoformé est léger, et 2 seront des molécules d'ADN léger, dont un brin parental est léger et l'autre brin néoformé est également léger. On obtient donc bien
à l'issue du second cycle une quantité équivalente de ces deux types de molécules d'ADN. À 60 minutes, 3 divisions bactériennes se sont produites avec 3 réplications successives de l'ADN depuis le temps T0. À partir d'une molécule d'ADN lourd des bactéries du temps T0, on obtient donc 60 minutes après 2 molécules d'ADN de densité intermédiaire et 6 molécules d'ADN léger. Et à 80 minutes, à partir de l'ADN des bactéries du temps T0, on obtiendra 2 molécules d'ADN de densité intermédiaire et 14 molécules d'ADN léger. Ainsi, l'ADN de densité intermédiaire qui est apparu lors de la première réplication va ensuite progressivement diminuer au fur et à mesure des réplications suivantes, si bien que l'ADN contenant l'azote 14, c'est-à-dire l'ADN léger, va devenir majoritaire dès la 3e génération. Ces expériences historiques de Meselson et Stahl ont donc démontré que la réplication de l'ADN se fait selon le mode semi-conservatif. Ainsi, lors de la réplication de la double hélice d'ADN, chacune des 2 nouvelles hélices d'ADN est constituée d'un brin parental, c'est-à-dire un brin ancien, issu de la double hélice d'origine, et d'un brin néoformé, complémentaire du brin parental. Notons que si ces expériences de Meselson et Stahl ont réussi, c'est parce que l'ADN bactérien n'est pas resté sous sa forme circulaire complète d'origine, mais sa manipulation par les chercheurs a linéarisé cet ADN, ce qui a conduit à sa fragilisation et à sa fragmentation. Si le chromosome circulaire de la bactérie était resté intact au cours du protocole expérimental utilisé ici, l'interprétation de ces résultats expérimentaux de Meselson et Stahl aurait été beaucoup plus complexe. Cela nous montre qu'une découverte aussi importante que celle de Meselson et Stahl a bénéficié aussi d'un peu de chance. Dans le 4e temps de l'analyse du document 1, vous deviez mobiliser vos connaissances pour prolonger l'étude de ce document. Comme l'ont montré les expériences historiques de Meselson et Stahl conduites en 1958 chez Escherichia coli, la réplication de l'ADN est semi-conservative dans les cellules prokaryotes, mais d'autres expériences conduites à la même époque ont permis de montrer qu'il en était de même dans les cellules eucaryotes. On pouvait rappeler aussi dans ce 4e temps l'importance de la complémentarité des bases azotées dans le mécanisme de réplication. L'adénine et la thymine, c'est-à-dire A et T, sont des bases azotées complémentaires, tout comme le sont aussi la cytosine et la guanine, c'est-à-dire C et G. Ainsi, si la séquence d'un brin de l'ADN parental, représenté ici en vert, est ACGAT, la séquence de son autre brin, représenté aussi ici en vert, est forcément TGCTA. Le brin parental ACGAT va servir de matrice à la synthèse d'un brin nouveau, représenté en orange, dont la séquence sera TGCTA. Et l'autre brin parental de séquence TGCTA servira à la synthèse d'un nouveau brin, représenté en orange, de séquence ACGAT. Ainsi, les 2 molécules d'ADN filles issues de la réplication seront non seulement identiques entre elles, mais aussi identiques à la molécule d'ADN parentale, ce qui permet de conserver l'information génétique.
Dans ce quatrième temps, on pouvait aussi signaler que la synthèse d'un nouveau brin d'ADN au cours de la réplication nécessite des enzymes importantes qu'on appelle ADN polymérase. Ces enzymes ajoutent des désoxyribonucléotides à l'extrémité 3' du brin d'ADN en cours d'élongation. Les ADN polymérases allongent donc les brins d'ADN dans le sens 5' vers 3' par addition successive de nucléotides à l'extrémité 3' OH du brin nouveau en cours de formation. Les ADN polymérases ne sont pas capables d'initier la synthèse d'un brin d'ADN sans la présence d'une amorce sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. La nature du nucléotide ajouté par l'ADN polymérase dépend de la base azotée du nucléotide présent sur le brin matrice. Par exemple, ici, comme cette base azotée du brin matrice est une adénine ou A, le nucléotide qui va venir se positionner est obligatoirement un nucléotide dont la base azotée est une thymine ou T. Rappelons que deux liaisons hydrogènes établissent le lien entre les bases azotées complémentaires A et T, alors que trois liaisons hydrogènes unissent entre elles les bases azotées complémentaires C et G. L'ADN polymérase place donc ici, sur le brin matrice, un nucléotide à thymine. Puis, cette enzyme va permettre l'établissement d'une liaison covalente entre ce nucléotide à thymine et le nucléotide de l'extrémité 3' du brin néoformé. Notons que les nucléotides qui permettent la synthèse de l'ADN lors de la réplication contiennent au départ 3 groupements phosphate et ils en perdent 2 au moment où ils sont incorporés au brin en cours de synthèse, ce qui libère un pyrophosphate constitué par la liaison de 2 molécules de phosphate. On pouvait également rappeler dans ce quatrième temps que chez les eucaryotes, les chromosomes, qu'on peut bien voir en microscopie optique lors de la métaphase de mitose, sont linéaires et qui sont constitués par 2 chromatides sœurs constituées chacune par une molécule d'ADN fille issue de la réplication de l'ADN parental. Les 2 chromatides sœurs d'un même chromosome sont unies entre elles au niveau du centromère. Ces 2 chromatides sont génétiquement identiques et elles se sépareront après l'étape de métaphase de mitose. Rappelons aussi que les télomères sont des régions d'ADN situées aux extrémités des chromosomes des cellules eucaryotes. Passons maintenant à la correction de la question numéro 100, dans laquelle vous deviez analyser ce document numéro 2. Le premier temps de votre analyse devait être consacré à la présentation de la technique utilisée pour obtenir cette photo. Cette photo est une électronographie obtenue grâce à un microscope électronique. Les molécules filamenteuses qui sont observées ici ont d'abord été extraites de cellules, puis soumises à un traitement qui augmente leur épaisseur. Puis ces molécules ont été soumises à un ombrage métallique et observées en microscopie électronique à transmission. Il s'agissait donc de rappeler ici la technique de l'ombrage métallique. Après évaporation du solvant qui contient les particules à observer, celles-ci sont déposées sur une grille de métal préalablement recouverte par un fin film de carbone. Cette grille, portant l'objet biologique à observer, est placée dans une chambre sous vide. Sur le côté de cette chambre se trouve un filament composé d'un métal lourd, en général de platine.
ce filament est porté à haute température, ce qui provoque une vaporisation métallique latérale, conduisant à un dépôt métallique sur toutes les surfaces accessibles de la chambre. Le métal se dépose donc sur les surfaces qui font face au filament, tandis que les faces opposées de l'objet, ainsi que les parties du support qui sont dans son ombre, ne sont pas revêtues par le métal, ce qui créera un effet d'ombre portée lors de l'examen en microscopie électronique. Cette technique d'ombrage métallique permet de rendre visibles de très petites particules isolées, par exemple des virus, et elle donne l'impression d'une image en 3 dimensions. On observe ensuite la préparation avec un microscope électronique et la photo qu'on obtient est une électronographie. Passons au second temps de l'analyse du document 2 consacré à l'observation de cette électronographie. La fibre légendée en 2 est formée par une succession de petites particules arrondies dont le diamètre est d'une dizaine de nanomètres. Cette fibre ressemble à un collier de perles dont les perles sont les éléments légendés ici en 4. En certains points, cette fibre est dédoublée, formant les filaments légendés en 3, ces filaments étant eux-mêmes constitués par une succession de petites particules arrondies. Les zones de dédoublement de cette fibre 2 forment des figures en ovale écrasé qui rappellent un peu la forme d'un œil comme celui qui est légendé en 1. On observe ici 2 figures en forme d'œil, une figure à gauche et une autre un peu plus grande ici, dans la partie droite. Passons au troisième temps de l'analyse consacré à l'interprétation de ce document 1 et notamment à l'identification des éléments numérotés de 1 à 4. Les éléments 4, qui sont des unités structurales répétées le long d'une fibre et qui ont 10 nanomètres de diamètre, sont des nucléosomes. Un nucléosome est un complexe comportant un segment d'ADN d'environ 146 paires de bases enroulé autour d'un cœur formé d'un octamère de protéines histones, c'est-à-dire formé de 8 histones. Chez les eucaryotes, le nucléosome constitue l'unité de base d'organisation de la chromatine. Il représente le premier niveau de compaction de l'ADN dans le noyau. Le filament légendé en 2 est donc une fibre nucléosomique composée d'une alternance de nucléosomes et de zones internucléosomiques. Dans cette fibre en collier de perles, chaque perle est donc un nucléosome et le fil entre les perles est de l'ADN internucléosomique qu'on appelle aussi ADN de liaison. L'élément 2 constitue la fibre de chromatine de 10 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire la chromatine au minimum de sa condensation. Rappelons que la très forte condensation de cette chromatine aboutira à la formation du chromosome visible lors de la mitose. Les éléments 1 sont appelés des yeux de réplication et ils sont constitués chacun de 2 fourches de réplication. En voici une et voici l'autre fourche de réplication. Les éléments 3 sont 2 fibres de chromatine issues de la duplication de la fibre de chromatine parentale, légendée en 2. Et comme la fibre de chromatine parentale, ces 2 fibres nucléosomiques filles ont l'apparence de colliers de perles, c'est-à-dire qu'elles sont formées chacune de nucléosomes et d'ADN de liaison. Les fibres nucléosomiques filles vont composer chacune une des
chromatides sœurs d'un même chromosome. Les protéines histones vont quitter brièvement l'ADN pendant la réplication, mais on peut voir sur cette photo que dans un œil de réplication, la densité des nucléosomes sur les deux fibres nucléosomiques filles est comparable à celle de la fibre nucléosomique parentale, légendée en 2, ce qui nous permet de dire que la restructuration des nucléosomes est extrêmement rapide et qu'elle se produit alors que la réplication de tout l'ADN n'est pas encore terminée. L'insertion des protéines histones est très rapide, mais aussi celle de protéines non histones qui sont également associées à l'ADN. Ce n'est pas seulement l'ADN qui est répliqué, mais c'est l'ensemble de la fibre de chromatine. On pouvait compléter ce document 2 en traçant sur cette électronographie les brins d'ADN. Les brins parentaux d'ADN ont été représentés ici en rouge et les brins néoformés en bleu. Les molécules d'ADN filles sont constituées chacune par un brin rouge parental et un brin bleu néoformé, selon le mécanisme de réplication semi-conservative démontré dans la question précédente. On observe sur cette photo 2 yeux de réplication. Il existe donc plusieurs origines de réplication, ce qui nous permet de dire qu'on est ici dans une cellule eucaryote et non dans une bactérie, parce qu'il existe une seule origine de réplication sur le chromosome des cellules prokaryotes, alors qu'il existe plusieurs origines de réplication sur les chromosomes des cellules eucaryotes. Ainsi, les cellules eucaryotes vont répliquer leur génome par petites portions qu'on appelle des réplicons. Chaque réplicon possède sa propre origine à partir de laquelle les fourches de réplication vont progresser en sens opposé dans le sens indiqué par les flèches vertes. La réplication va se terminer à la confluence des yeux de réplication adjacents. Les eucaryotes possèdent en général de nombreux chromosomes plus longs que celui d'une bactérie comme Escherichia coli. Si chaque chromosome ne comportait chez les eucaryotes qu'une seule origine de réplication, le temps nécessaire à la réplication de l'ADN serait bien trop long, ce qui explique l'existence de multiples origines de réplication dans chaque chromosome de cellules eucaryotes. La présence de nucléosomes confirme bien qu'on est ici dans une cellule eucaryote parce que l'ADN des bactéries n'est pas organisé en fibres nucléosomales. Le matériel qui a été observé ici a donc été extrait du noyau d'une cellule eucaryote et cette cellule était alors en interphase et plus précisément en phase S du cycle cellulaire. La phase S est la phase de réplication de l'ADN et de duplication de la chromatine. Et par exemple, dans une cellule somatique humaine, les 46 molécules d'ADN linéaires sont répliquées au cours de la phase S. Cette phase S se termine quand la réplication de l'ADN et la duplication des fibres de chromatine sont achevées. Passons au 4e temps de l'analyse qui devait être consacré à la mobilisation de vos connaissances afin d'approfondir l'étude de ce document numéro 2. Dans ce 4e temps, on pouvait présenter le cycle cellulaire des eucaryotes et positionner la phase S dans ce cycle. Le cycle cellulaire est composé d'une interphase qui est une phase de préparation à la mitose et qui est suivie d'une phase M au cours de laquelle se produit la mitose. L'interphase couvre près de 90% de la durée totale du cycle cellulaire.
L'interphase est la période du cycle cellulaire caractérisée par un accroissement du volume de la cellule. Au cours de l'interphase, la plupart des constituants sont synthétisés de façon continue, ce qui rend difficile la mise en évidence d'étapes critiques. Mais la synthèse d'ADN échappe à cette règle parce qu'elle a lieu exclusivement pendant la phase S de l'interphase au cours du processus de réplication. Cette phase S est encadrée par deux phases intermédiaires qui donnent du temps supplémentaire pour la croissance cellulaire. L'interphase peut donc être subdivisée en trois phases successives, la phase G1, la phase S et la phase G2. G provient de l'anglais gap qui signifie passage, intervalle. La phase G1 est la principale phase de croissance de la cellule. Cette phase G1 occupe l'intervalle de temps entre la fin de la phase M du cycle cellulaire précédent et la synthèse d'ADN. Généralement, la phase G1 est aussi la phase la plus longue du cycle cellulaire. La phase S, qui provient de l'anglais synthesis, à cause de la synthèse de nouvelles molécules d'ADN, est la phase au cours de laquelle se produit la réplication de l'ADN et qui aboutit à dupliquer toutes les fibres de chromatine de la cellule. Au cours de cette phase S, la quantité d'ADN va doubler par rapport à la quantité initiale d'ADN contenue dans le noyau d'une cellule en phase G1. La phase G2 est la phase où la cellule se prépare à se diviser en deux cellules filles. La phase G2 est donc une phase de préparation à la phase M. Cette phase G2 comble l'intervalle de temps entre la synthèse d'ADN et le début de la mitose. Lors de l'interphase, la croissance de la cellule mère, accompagnée de synthèse protéique, permettra aux cellules filles issues de la division de la cellule mère d'avoir la même taille que la cellule mère avait avant sa phase de croissance. L'interphase est suivie d'une phase M pendant laquelle se déroule la mitose et où la cellule va se diviser, si bien que la quantité d'ADN par cellule fille sera divisée par 2 en fin de phase M et retrouvera la valeur qu'elle avait lors de la phase G1 de la cellule mère initiale. Avec ces 4 étapes G1, S, G2 et M, on parle, pour les cycles cellulaires classiques, de cycle tétraphasique. Notons que dans les cellules embryonnaires précoces, les divisions cellulaires sont rapides et elles se font sans croissance cellulaire, conduisant à la formation de cellules de taille décroissante. Dans ce cas, l'interphase est constituée uniquement par la phase S et on parle alors de cycle cellulaire biphasique de type S-M. Le cas des chromosomes géants, de glandes salivaires, de la larve de drosophile et de chironome est un cas particulier. En effet, ces chromosomes polyténiques que nous avons abordés dans la 18e vidéo de cette série sont formés par une succession de cycles cellulaires biphasiques de type G1-S. Certaines cellules peuvent être en phase G0, c'est-à-dire hors du cycle cellulaire. Cette phase G0 peut être temporaire ou permanente et elle est souvent induite par des conditions défavorables. Chez l'humain, les neurones, les myocytes constitutifs de nos muscles squelettiques et les pneumocytes de type 1 qui composent l'essentiel de l'épithélium alvéolaire de nos poumons sont des cellules qui passent définitivement en phase G0 après s'être différenciées. Dans ce quatrième temps de l'analyse du document 2, vous deviez présenter le mécanisme de réplication. Ce mécanisme est très bien décrit chez les bactéries comme Escherichia coli, mais
comme le document 2 présentait une image de réplication obtenue dans une cellule eucaryote, il était plus approprié ici de présenter le mécanisme de réplication chez les eucaryotes. Ce schéma présente donc une fourche de réplication chez les eucaryotes et ce schéma fait apparaître les protéines nécessaires à la réplication de l'ADN des cellules eucaryotes. La molécule d'ADN parentale, visible à droite de ce schéma, est constituée par deux brins parentaux représentés en bleu et qui vont servir chacun de matrice pour la synthèse de brins nouveaux. L'initiation de la réplication se fait au niveau de séquences d'ADN reconnues par un complexe multiprotéique qu'on appelle le complexe de reconnaissance de l'origine ou ORC. L'ADN hélicase est responsable du déroulement de la double hélice d'ADN parental. Comme les ADN polymérases se déplacent sur le brin matrice obligatoirement dans le sens 3' vers 5' pour synthétiser des brins d'ADN dans le sens obligatoire 5' vers 3', la réplication de l'ADN se fait par conséquent de façon non symétrique, asymétrique, sur les deux branches d'une même fourche de réplication. Les deux brins néoformés, représentés ici en orange, vont donc s'allonger dans des directions opposées. Un des deux brins néoformés s'allonge de façon continue vers la fourche de réplication au fur et à mesure que cette fourche progresse. Ce brin d'ADN sera appelé le brin précoce ou encore brin avancé ou continu ou direct ou encore brin leader. Et ce brin bleu parental représenté en haut de cette fourche de réplication est donc le brin matrice du brin précoce. Le deuxième brin néoformé, présent sur l'autre branche de la fourche, s'allonge en s'éloignant de la fourche et son élongation est discontinue. Ce second brin néoformé est appelé le brin retardé ou discontinu ou indirect. Il est synthétisé de façon discontinue par formation successive de fragments d'environ 150 nucléotides et qu'on appelle des fragments d'Okazaki. Ce brin bleu parental, représenté ici en bas de la fourche, est donc le brin matrice du brin retardé. Comme un brin est synthétisé de façon continue sur une branche de la fourche et l'autre de façon discontinue sur l'autre branche, on dit que la réplication est semi-discontinue. Dans la fourche de réplication, des protéines trimériques RPA se lient à l'ADN monocaténaire parental et le maintiennent sous forme monocaténaire le temps que ce brin puisse jouer son rôle de matrice. Le complexe formé par l'ADN polymérase alpha et par la primase reconnaît l'ADN déroulé recouvert par une RPA et se fixe alors sur le brin matrice. La primase, qui est une ARN polymérase particulière, permet la synthèse d'une courte amorce d'ARN, représentée ici en vert, laquelle amorce est ensuite allongée d'une vingtaine de désoxyribonucléotides par l'ADN polymérase alpha. Cette amorce ARN-ADN est nécessaire au démarrage de l'élongation du brin néoformé, que ce soit pour la synthèse du brin précoce ou pour la synthèse de chacun des fragments d'Okazaki constitutifs du brin retardé. Il semble que l'ADN polymérase delta soit la principale enzyme de synthèse du brin retardé et que l'ADN polymérase epsilon soit la principale enzyme de synthèse de l'ADN du brin précoce. Sur une branche de la fourche de réplication, l'ADN polymérase delta va donc prendre le relais de l'ADN polymérase alpha pour synthétiser un fragment d'Okazaki du brin retardé. Et sur l'autre branche de la fourche, l'ADN polymérase
epsilon va permettre l'élongation du brin précoce. Les ADN polymérases delta et epsilon ont besoin d'une sorte de pince coulissante qui fixe l'enzyme à l'ADN et permet son déplacement progressif le long du brin matrice. Chez les eucaryotes, cette pince coulissante est appelée le pCNA. Ce pCNA est placé sur l'ADN par un chargeur de pince qu'on appelle le RFC pour Replication Factor C. Après la synthèse de l'amorce d'un fragment d'Okazaki, l'ADN polymérase alpha est remplacé par le complexe pCNA ADN polymérase delta qui termine la synthèse du fragment d'Okazaki. Lorsque cet ADN polymérase delta arrive à l'extrémité 5' du fragment d'Okazaki précédent, elle poursuit son chemin le long du brin matrice en déplaçant l'amorce, ce qui est représenté ici par ce rabat vert. L'amorce déplacée est coupée par l'endonucléase FEN1 et la lacune est comblée par une ADN ligase, ce qui va souder entre eux les fragments d'Okazaki. Au fur et à mesure que l'ADN hélicase déroule la double hélice d'ADN parental, des surenroulements positifs de la double hélice parentale se produisent en amont de la fourche, c'est-à-dire que la double hélice d'ADN parental se surenroule dans le même sens que celui de la double hélice d'ADN. Et ces surenroulements vont finir par s'opposer à toute progression de la réplication. Des topoisomérases, catalysant un processus de coupure puis de refermeture de l'ADN, permettent d'éliminer les surenroulements positifs de l'ADN parental à l'avant de la fourche de réplication. Notons que chez les eucaryotes, le brin précoce et le brin retardé pourraient être synthétisés, comme c'est le cas chez Escherichia coli, de façon coordonnée par un seul complexe de réplication ou réplisome. Le réplisome est un complexe de plusieurs protéines qui travaillent de manière coordonnée à la réplication de l'ADN. Et ce schéma montre le fonctionnement éventuellement conjoint des ADN polymérases epsilon et delta du réplisome sur les brins précoces et retardés. Aux extrémités des chromosomes linéaires des cellules eucaryotes sont présentes des structures spécialisées appelées des télomères, composées d'ADN et de protéines associées. Ces structures protègent les extrémités des chromosomes de l'action des nucléases et elles permettent de maintenir l'intégrité des chromosomes linéaires. L'ADN des télomères est formé d'une répétition de séquences TT, A, GGG non codantes. Au cours de leur division successive, les cellules somatiques normales, par exemple des fibroblastes en culture, perdent progressivement de l'ADN télomérique parce que leur ADN polymérase ne peut pas répliquer complètement les extrémités des chromosomes linéaires. Et quand les télomères atteignent une taille minimale, les cellules cessent de se diviser. Elles sont alors au stade de sénescence réplicative. Dans certaines cellules, comme les cellules embryonnaires, des cellules souches, les cellules germinales présentes dans les gonades et les cellules cancéreuses, la taille des télomères est maintenue stable au cours des divisions cellulaires successives. En effet, ces cellules expriment la télomérase, un complexe constitué par une transcriptase inverse qui catalyse la synthèse d'un brin d'ADN à partir d'une matrice d'ARN et un ARN servant de matrice pour la synthèse des séquences d'ADN télomériques. Voici la question 101 qui est la dernière de cette vidéo. Dans cette question, je vous demande d'analyser en 3 temps ce document 3 qui est composé par les photos A à E. Dans un premier temps, vous présenterez le matériel biologique et la technique ayant permis d'obtenir ces photos.
Dans un second temps, à partir de l'observation de ces 5 photos, vous les reclasserez dans un ordre chronologique en identifiant pour chacune d'elles le stade précis auquel la cellule se trouve. Dans un troisième temps, vous mobiliserez vos connaissances afin de présenter les événements qui se produisent chronologiquement au cours des 5 stades que vous venez d'identifier. Interrompez ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps nécessaire pour répondre à cette question 101. Puis, quand vous aurez terminé l'analyse en 3 temps de ce document, vous pourrez relancer la lecture de cette vidéo afin de découvrir le corrigé qui suit. Voici le corrigé de la question 101 dans laquelle vous deviez analyser le document 3 en 3 temps. Le premier temps de votre analyse devait être consacré à la présentation du modèle biologique et de la technique utilisée. L'animal dont on a extrait les cellules étudiées ici est le triton de l'Oregon. Le triton de l'Oregon, qu'on appelle aussi le triton rugueux et dont le nom scientifique est Ptarica granulosa, vit sur la côte ouest des États-Unis. Cet animal appartient à l'embranchement des chordés, à la classe des amphibiens et à la famille des salamandridés. Il a une peau plutôt rugueuse et granuleuse, d'où son nom. Les cellules qui ont été extraites ici de ce triton sont des pneumocytes, c'est-à-dire des cellules de l'épithélium respiratoire présents dans les poumons. Chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, il existe des pneumocytes de type 1 qui sont le siège des échanges gazeux respiratoires et des pneumocytes de type 2 qui sécrètent le surfactant, qui est une substance tensioactive nécessaire à la ventilation pulmonaire. Par contre, dans les poumons saculaires des amphibiens, il n'existe qu'un seul type de pneumocyte qui cumule ces deux fonctions. Les pneumocytes des amphibiens, comme nos pneumocytes 2, sont des cellules capables de division et on peut placer ces cellules en culture afin d'étudier leur cycle cellulaire. Ces cellules sont à la fois grandes, très aplaties et capables de division, ce qui en fait un modèle de choix pour observer les phases de la division cellulaire. Notons que le karyotype du triton de l'Oregon est 2n égale 22, ce qui signifie que ces cellules somatiques telles que les pneumocytes sont des cellules diploïdes qui contiennent chacune 22 chromosomes. Les pneumocytes du triton de l'Oregon ont été mis en culture, puis observés avec un microscope à fluorescence qui permet d'observer la localisation de certaines molécules qu'on appelle les fluorochromes. Un fluorochrome est une substance chimique qui émet de la lumière si elle est excitée à une certaine longueur d'onde. Les fluorochromes absorbent des photons de longueur d'onde spécifique et ils libèrent une partie de l'énergie sous forme de lumière visible de plus grande longueur d'onde. Ce phénomène est appelé la fluorescence. Par exemple, le FITC, qui est un dérivé de la fluorescéine, est un fluorochrome qui, lorsqu'il est excité par des radiations de 495 nanomètres, émet des radiations vertes de 521 nanomètres. La source lumineuse du microscope à fluorescence produit un faisceau de lumière qui traverse un filtre d'excitation, lequel va bloquer toutes les longueurs d'onde, sauf celles qui peuvent exciter le fluorochrome. Nous prendrons ici le FITC comme exemple de fluorochrome. Ainsi, seules les longueurs d'onde d'environ 490 nanomètres, qui correspondent à la couleur bleue, franchiront ce filtre d'excitation dans le cas de l'utilisation du FITC. Le faisceau qui a traversé le filtre d'excitation est focalisé par l'objectif du microscope sur l'objet contenant le fluorochrome, lequel est alors excité et émet une lumière de longueur d'onde visible, par exemple des radiations vertes
de 521 nanomètres dans le cas du FITC. Un miroir dichroïque va réfléchir les radiations d'environ 490 nanomètres vers l'échantillon et ce miroir ne va laisser passer par transmission que les radiations supérieures à 500 nanomètres. Un filtre d'émission, appelé aussi filtre barrière, ne laissera ensuite passer par transmission que les radiations supérieures à 500 nanomètres, c'est-à-dire qui correspondent à la couleur verte. On observe l'image fluorescente grâce à l'oculaire du microscope et on peut également enregistrer sous forme numérique l'image donnée par le microscope à fluorescence. Pour marquer les molécules qu'on veut pouvoir détecter avec un microscope à fluorescence, on utilise la technique d'immunofluorescence. Un fluorochrome organique relativement petit, comme la rhodamine ou la fluorescéine, est couplé à un anticorps afin de produire un anticorps fluorescent utilisable pour détecter la molécule appelée antigène que cet anticorps va reconnaître. Cet antigène peut être par exemple une protéine spécifique qu'on veut repérer dans la cellule. Les cellules ou les coupes de cellules sont incubées avec ces anticorps directement couplés avec les fluorochromes et cette technique est alors appelée l'immunofluorescence directe. Mais il est souvent préférable d'utiliser l'immunofluorescence indirecte. Dans ce cas, les cellules ou les coupes de cellules sont incubées au cours d'une première étape avec un premier anticorps de type monoclonal et non lié à un fluorochrome. Cet anticorps primaire va former un complexe avec l'antigène qu'il reconnaît et qu'on veut détecter. La localisation du couple antigène-anticorps primaire est mise en évidence au cours d'une seconde étape qui nécessite l'utilisation d'un second anticorps de type polyclonal dirigé contre le premier anticorps. Cet anticorps secondaire est couplé à un fluorochrome et il est facile de se procurer un tel anticorps dans le commerce. Ce second anticorps est capable de se lier avec une haute affinité au premier anticorps. Et comme de nombreuses molécules d'anticorps secondaires peuvent se lier à un seul anticorps primaire, l'intensité lumineuse qu'on obtiendra en immunofluorescence indirecte sera supérieure à celle obtenue en immunofluorescence directe. Notons bien que l'avantage de l'immunofluorescence est que seules des molécules spécifiques liées à l'anticorps sont visibles alors que toutes les autres substances non marquées par l'anticorps vont rester invisibles. La préparation des cellules observée sur le document numéro 3 a pour objectif de visualiser trois types d'éléments dans ces cellules. Le réseau de filaments intermédiaires, les microtubules et l'ADN. On va donc utiliser trois types de fluorochromes qui émettent des fluorescences de couleurs différentes. La préparation cellulaire a donc subi un triple marquage avant d'être observée avec un microscope à fluorescence. Un double marquage des protéines qu'on veut repérer a pu être effectué par immunofluorescence indirecte. La fluorescence rouge est émise par exemple par la rhodamine liée à un anticorps secondaire qui se fixe spécifiquement sur un anticorps primaire reconnaissant une protéine des filaments intermédiaires. La fluorescence verte est émise par exemple par le FITC lié à un anticorps secondaire qui se fixe spécifiquement sur un anticorps primaire reconnaissant la tubuline, laquelle est la protéine constitutive des microtubules. Il a fallu donc s'assurer que les anticorps secondaires utilisés sont bien spécifiques des anticorps primaires auxquels ils doivent s'associer afin d'éviter des réactions croisées éventuelles. Le troisième marquage nécessite l'utilisation
d'un troisième fluorochrome, par exemple le DAPI, qui est une molécule fluorescente capable de se lier fortement aux bases adénine et thymine de l'ADN. Pour marquer l'ADN avec le DAPI, il n'est pas utile ici d'utiliser d'anticorps. Quand le DAPI absorbe la lumière ultraviolette, il émet une fluorescence bleue, ce qui permet de localiser l'ADN en microscopie à fluorescence. Pour obtenir ce document 3, on a pu utiliser d'autres fluorochromes que ceux que je viens d'évoquer, mais retenons simplement ici que sur ces photos, les filaments intermédiaires apparaissent en rouge, les microtubules apparaissent en vert et l'ADN apparaît en bleu. Dans le second temps de votre analyse de ces micrographies, vous deviez reclasser chronologiquement ces 5 photos et attribuer à chacune d'elles un stade précis. Les filaments épais apparaissant en bleu sont des chromosomes dont l'épaisseur et la localisation dans la cellule varient d'une photo à l'autre. Les pneumocytes observés ici sont donc en mitose et chaque photo correspond à un des 5 stades de la mitose. L'étendue du cytoplasme de la cellule est repérable par le réseau de filaments intermédiaires visible ici en rouge. Et l'évolution du fuseau de division peut être suivie en observant le réseau de microtubules qui est visible ici en vert. Sur la photo B, les chromosomes sont encore assez peu épais et ils sont localisés dans un noyau. C'est la seule des 5 photos présentées ici où les chromosomes sont enfermés dans un noyau bien identifiable. Sur cette photo B, le fuseau de division est en train de se former dans le cytoplasme. Il s'agit donc ici d'une prophase, c'est-à-dire de la première phase de la mitose. Sur la photo E, les chromosomes sont plus épais, plus identifiables. Ils ne sont plus présents dans un noyau, mais ils sont en train d'occuper le volume cytoplasmique. On peut repérer les microtubules polaires du fuseau de division, ainsi que les microtubules des astères visibles aux 2 pôles du fuseau. Il s'agit ici de la prométaphase, qui est la seconde phase de la mitose. Sur la photo D, on peut voir dans le cytoplasme des chromosomes épais qui sont présents à égale distance des 2 pôles du fuseau dans un plan qu'on appelle le plan équatorial. Il s'agit ici de la métaphase qui est la 3e phase de la mitose. Sur la photo A, on peut repérer dans le cytoplasme 2 lots de chromosomes. L'un qui se rapproche d'un pôle de la cellule et l'autre qui se rapproche du pôle opposé de la cellule. Il s'agit ici de l'anaphase qui est la 4e phase de la mitose. Sur la photo C, les 2 lots de chromosomes sont en train de se décondenser et chaque lot va occuper l'emplacement d'un noyau en cours de formation. On peut repérer ici et ici quelques restes du fuseau de division et le cytoplasme est en train de se resserrer dans la zone du plan équatorial, si bien que l'on devine l'individualisation des 2 cellules filles. Il s'agit ici de la télophase qui est la 5e et dernière phase de la mitose, accompagnée par les événements de cytodiérèse qui sont le processus de séparation de la cellule mère d'origine en 2 cellules filles. On pouvait donc reclasser ici les 5 photos par ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre B, E, D, A, C. Ces 5 photos correspondent aux 5 stades successifs
d'une cellule eucaryote animale en phase M. La phase M fait suite à l'interphase et elle ne représente qu'environ 10% de la durée du cycle cellulaire complet. La phase M comprend la mitose, où le noyau de départ se divise en deux noyaux fils, et la cytodiérèse, qui est une division du cytoplasme de la cellule mère permettant d'individualiser deux cellules filles. Pour décrire la mitose, on peut la subdiviser en 5 phases que sont la prophase, la prométaphase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. La cytodiérèse, qu'on appelle aussi la cytocinèse, chevauche les deux dernières étapes de la mitose et la termine. Dans le troisième et dernier temps de votre analyse du document 3, vous deviez mobiliser vos connaissances pour présenter les événements qui ont lieu au cours de chacun des stades de la phase M. Commençons par la présentation de la prophase, qui est la première phase de la mitose et dont la durée est d'environ 20 à 30 minutes. Pendant la prophase, les chromosomes mitotiques deviennent compacts et visibles en microscopie optique en raison d'une importante condensation des filaments de chromatine. Ainsi, apparaissent dans le noyau de la cellule en prophase 2 N chromosomes, soit 22 chromosomes dans les pneumocytes du triton de l'Oregon. Mais pour simplifier les schémas d'interprétation, on ne représentera ici que 4 chromosomes. Chaque chromosome qui apparaît en prophase est constitué par 2 chromatides sœurs génétiquement identiques, puisque l'ADN qui les compose est issu de la réplication de l'ADN, un mécanisme qui conserve l'information génétique. Les 2 chromatides sœurs d'un même chromosome sont unies entre elles au niveau du centromère. Dans le noyau, le ou les nucléoles disparaissent progressivement en raison de l'arrêt du fonctionnement des gènes des organisateurs nucléolaires. Dans le cytoplasme, le fuseau de division, qu'on appelle aussi le fuseau mitotique, commence à se mettre en place à partir des 2 centrosomes. Rappelons qu'un centrosome est constitué par une paire de centrioles et que le centrosome constitue le centre organisateur des microtubules des cellules animales. Le centrosome s'est dupliqué au cours de l'interphase qui précède la mitose. La première étape de la formation du fuseau mitotique d'une cellule animale est l'apparition, en début de la prophase, de microtubules qui sont disposés en rayon autour de chaque centrosome, ce qui forme un astère à chacun des 2 pôles du fuseau. Le terme astère signifie étoile en latin ou en grec ancien. En effet, chaque astère ressemble à une étoile formée de microtubules péricentriolaires qui rayonnent autour du centrosome. Ces microtubules sont aussi appelés des fibres astériennes ou des fibres radiaires. Après formation des astères, les 2 anthrosomes vont se séparer et migrer le long du noyau vers des endroits opposés de la cellule. Les 2 centrosomes vont progressivement permettre la mise en place des microtubules polaires qui s'allongent des pôles à l'équateur et qui vont former les 2 demi-fuseaux, chaque demi-fuseau s'étendant du centrosome vers l'équateur du fuseau. À la fin de la prophase, 2 complexes protéiques appelés les kinétochores vont se former sur
chaque chromosome, un sur chaque chromatide sœur d'un chromosome dans la zone du centromère. Chaque kinétochore forme une plaque à la surface du centromère. La lamina nucléaire est un réseau de filaments intermédiaires composé de lamines et ce réseau est présent sur la face interne de la membrane nucléaire interne. Lors de la prophase, les lamines sont phosphorylées, ce qui déclenche leur dépolymérisation et provoque par conséquent la désorganisation de la lamina nucléaire. Passons maintenant à la description des événements de la prométaphase, qui est la seconde phase de la mitose et qui dure environ 5 minutes. Suite à la désorganisation de la lamina nucléaire, l'enveloppe nucléaire va brusquement se rompre et se morceler en vésicules dont quelques-unes sont représentées ici. Cette fragmentation de l'enveloppe nucléaire et donc cette disparition du noyau marque le début de la prométaphase. Les microtubules polaires vont envahir le volume cytoplasmique pour constituer le fuseau polaire caractéristique de la mitose et qui s'étend entre les deux astères présents aux deux pôles opposés de la cellule. Le fuseau mitotique est qualifié aussi de fuseau bipolaire, chaque pôle de ce fuseau étant occupé par un astère. Notons que les microtubules polaires provenant des deux pôles vont venir se chevaucher à l'équateur du fuseau. Les chromosomes, dont la condensation se poursuit, vont s'attacher à certains microtubules du fuseau par leurs kinétochores qui sont représentés ici en orange. Les microtubules qui vont ainsi relier chaque chromosome à chaque centrosome sont appelés les microtubules kinétochoréens ou fibres chromosomiales. Il existe donc dans le fuseau mitotique trois types de microtubules: les microtubules de l'astère, les microtubules polaires qui passent à côté des chromosomes et les microtubules kinétochoréens qui s'attachent en prométaphase aux kinétochores des chromosomes. Les chromosomes vont alors subir d'abord un mouvement actif désordonné entre les deux pôles du fuseau, puis ils vont migrer vers le centre du fuseau à mi-chemin entre les deux pôles. Présentons maintenant les événements de la métaphase, qui est la troisième phase de la mitose et dont la durée est d'environ 20 à 40 minutes. En métaphase, les chromosomes, qui sont au maximum de leur condensation, sont alignés dans le plan équatorial du fuseau mitotique. Ils forment ainsi la plaque équatoriale, qu'on appelle aussi la plaque métaphasique. Les centromères de tous les chromosomes sont alignés dans ce plan équatorial. Les chromosomes sont attachés aux deux pôles par les microtubules kinétochoréens, lesquels sont alors d'égale longueur de part et d'autre du centromère de chaque chromosome. La métaphase est une phase d'équilibre dynamique pendant laquelle les chromosomes sont placés sous tension par les microtubules kinétochoréens. Décrivons maintenant les événements qui ont lieu lors de l'anaphase, qui est la quatrième phase de la mitose et dont la durée est d'environ 5 à 10 minutes. Une perte soudaine de cohésion des chromatides sœurs se produit au début de l'anaphase. Les centromères
sont clivées et les chromatides sœurs vont se séparer l'une de l'autre. Les deux chromatides sœurs séparées sont désormais appelées des chromosomes fils, ou plus simplement des chromosomes, constitués chacun par une seule chromatide. Rappelons que deux chromosomes fils issus de la séparation des chromatides sœurs d'un même chromosome sont génétiquement identiques. Les microtubules kinétochoriens se dépolymérisent au niveau du kinétochore, c'est-à-dire qu'ils subissent un raccourcissement progressif, ce qui leur permet de tirer chaque chromosome vers un pôle du fuseau. Ainsi, chaque chromosome se déplace vers un pôle du fuseau, la zone centromérique vers l'avant et les microtubules polaires servant de rail. Ce déplacement des chromosomes en direction des deux pôles est appelé l'ascension polaire des chromosomes et il est représenté sur ce schéma par les flèches rouges ascendantes et descendantes. Ce déplacement des chromosomes en anaphase est un mouvement très lent par rapport à d'autres mouvements cellulaires, les chromosomes se déplaçant en anaphase à une vitesse d'environ 1 micromètre par minute. Simultanément, les microtubules polaires subissent une polymérisation, si bien qu'ils s'allongent progressivement. De plus, les microtubules polaires glissent aussi les uns par rapport aux autres dans leur zone de chevauchement. Cet allongement et ce glissement des microtubules polaires entraînent un écartement des deux pôles du fuseau et conduisent à un étirement de la cellule qui est représenté ici par les deux flèches bleues qui apparaissent sur ce schéma. Présentons maintenant les événements qui terminent la phase M du cycle cellulaire et qui ont lieu pendant la télophase et la cytodiérèse durant une période d'environ 10 à 30 minutes. La télophase est la cinquième et dernière phase de la mitose. La télophase commence dès que le déplacement des chromosomes s'est achevé. Les deux lots de chromosomes sont parvenus chacun à un pôle du fuseau. Les chromosomes se décondensent alors progressivement en filaments de chromatine. Les lamines de la lamina nucléaire sont déphosphorylées, ce qui permet leur repolymérisation. Les microtubules kinétochoriens disparaissent par dépolymérisation. Les kinétochores vont se désassembler et les microtubules polaires se dépolymérisent, si bien que le fuseau de division commence à disparaître. La lamina nucléaire se reforme, permettant ainsi le réassemblage d'une nouvelle enveloppe nucléaire autour de chacun des deux lots de chromosomes. L'enveloppe nucléaire se reconstitue à partir des vésicules formées lors de la prophase et qui fusionnent entre elles durant la télophase. Des nucléoles réapparaissent dans chacun des deux nouveaux noyaux fils au niveau des différents organisateurs nucléolaires avant de fusionner en un ou deux nucléoles. Deux noyaux fils sont ainsi formés, ce qui marque la fin de la mitose. Sur le schéma, on retrouve bien 2n égale 4 chromosomes dans chacun des deux noyaux fils, c'est-à-dire la même quantité de chromosomes que dans le noyau de la cellule mère de départ. Et chez le triton de l'Oregon, on retrouvera 2n égale 22 chromosomes dans chacun des deux noyaux fils. La mitose est aussi appelée une cariodiérèse ou une cariocinèse pour marquer le fait que le noyau initial
de la cellule mère s'est en quelque sorte divisé en deux noyaux fils. En grec ancien, diérèse signifie la répartition ou la division et synèse signifie le mouvement. Des mouvements des chromosomes ont permis leur répartition en deux lots. À ce stade, la cellule mère est donc binucléée et les deux noyaux fils sont identiques génétiquement au noyau de la cellule mère, puisqu'on a réparti en deux lots les copies d'ADN réalisées lors de la phase S. La mitose permet de conserver la qualité et la quantité des chromosomes. La cytodiérèse commence à la fin de l'anaphase et elle se termine après la télophase. Dans les cellules animales, un anneau contractile composé d'actine et de myosine se contracte au niveau d'un sillon de clivage. Ce sillon de division apparaît au niveau du plan équatorial de la cellule mère, c'est-à-dire dans le plan qui était occupé antérieurement par les chromosomes lors de la métaphase. Ce sillon s'approfondit progressivement et il va conduire à un étranglement de la cellule dans sa zone équatoriale. Les deux faces opposées du sillon de clivage vont fusionner et couper finalement la cellule en deux, aboutissant ainsi à l'individualisation de deux cellules filles à partir de la cellule initiale. Ce processus de division cellulaire distinct de la mitose est appelé la cytodiérèse ou cytocinèse parce qu'un mouvement d'étranglement de la cellule animale a conduit à la division de la cellule mère. On appelle phase M la phase du cycle cellulaire qui fait suite à l'interphase et au cours de laquelle ont lieu les événements de mitose et ceux de la cytodiérèse. Chaque cellule fille issue de la cytodiérèse est plus petite et contient moins de cytoplasme que la cellule mère en début de mitose, mais elle lui est génétiquement identique. L'information génétique est ainsi conservée au cours du cycle cellulaire. Les cycles cellulaires constitués d'abord par une interphase avec croissance cellulaire et réplication de l'ADN, puis par une phase M avec division cellulaire, permettent donc une reproduction conforme des cellules. Dans chaque cellule fille issue de la phase M, les microtubules vont se reformer dans leur disposition interphasique à partir du centrosome de la cellule. Les cellules filles sont alors en phase G1 et, sous l'influence de certains signaux, elles pourront entrer dans un nouveau cycle cellulaire. Dans cette 21e vidéo qui s'achève ici, nous avons montré que l'information génétique se conserve au cours du cycle cellulaire. L'ADN est d'abord répliqué, puis les molécules d'ADN filles sont transmises aux cellules filles au cours de la division cellulaire. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à l'expression de cette information génétique. Merci de votre attention et à très bientôt.